Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Je voudrais qu'on commence par parler de ce qui s'est passé à Nantes mardi soir. Un jeune homme a été tué en marge d'un contrôle d'identité, tué par un policier. Les circonstances ne sont pas encore bien établies. Est-ce que vous dites attention à ne pas tirer de conclusion trop vite ou attention, il y a un vrai problème dans les relations entre policiers et jeunes des quartiers? Je dis les deux. D'abord, effectivement, nous déplorons à mort. Et je veux renouveler ce matin mes condoléances aux proches et à la famille parce que, quelle que soit la situation, nous avons besoin d'éclairage sur ce qui s'est réellement passé. Nous déplorons ce fait qu'il y a un mort dans cette situation. Alors ensuite, c'est clair qu'il y a la nécessité absolue, non seulement une fois que nous connaîtrons les conclusions de l'enquête, d'avoir un diagnostic clairement établi sur la situation dans les quartiers. Mais vous estimez qu'aujourd'hui déjà il y a un problème à la base? Évidemment. Et la réponse passe à mon sens, par deux bouts. D'abord, il y a tout un axe de prévention, c'est-à-dire que dans le lien entre la police et la population, y compris dans le développement de la délinquance dans certains quartiers, il y a tout un impensé sur la partie avant, j'ai envie de dire, presque le parcours délinquant. C'est-à-dire que ce soit l'éducation, que ce soit l'économie aussi, qui fait qu'il y a des situations difficiles en termes d'emploi, etc., des mises en danger quelque part qui font que on a des difficultés dans certains quartiers. Et parce qu'on ne s'occupe pas assez de ces quartiers. En tout cas, ce qu'il y a de clair, si vous voulez, c'est que les politiques qui sont menées, je pense par exemple à ce qui a été fait sur les contrats aidés, on a vu en bout de chaîne que ça fragilise des associations qui participent de cette prévention. Je pense par exemple aux éducateurs de rue qui font un vrai travail de prévention en amont et qui sont fragilisés notamment par la politique. Mais c'est ce qui mène à la délinquance pour vous, c'est ce que vous dites? En tout cas, rien n'excuse la délinquance, mais incontestablement, il y a des contextes qui contribuent à l'explication. Je ne dis pas que ça explique tout, mais ça contribue à l'explication. Et je trouve que la prévention est globalement, et d'ailleurs c'est valable pour un tas d'autres choses en France, est globalement un angle mort. Ensuite, sur la question du lien entre la population et la police républicaine, nous avons à déplorer plusieurs choses. Vous avez vu cette enquête publiée par certains de vos confrères, je crois que c'était Le Figaro, sur le malaise des policiers, et le malaise des policiers, avec un taux de suicide qui est très important. Moi-même, j'ai rencontré des policiers qui m'expliquent ce qu'a produit la politique du chiffre, cette bâtonnite, cette pression sur les policiers, et surtout avec des moyens humains qui ont baissé. Depuis l'ère Sarkozy, je crois que c'est à peu près 13 000 gendarmes et policiers qui manquent à l'appel. Nous, c'est pour ça que, par exemple, avec la France Insoumise, le livret sécurité que nous avons fait, qui essaye de penser global cette question, appelle au recrutement de 10 000 agents supplémentaires. Et puis, ensuite, nous avions, par le passé, avant Nicolas Sarkozy, une véritable police de proximité qui était en gestation, et on en est revenu à une police de réaction. Vous savez, Nicolas Sarkozy, police de sécurité du quotidien qui est mise en place mais vous savez comme moi, et d'ailleurs le gouvernement le dit, que ce n'est pas exactement la même chose que la police de proximité. Une vraie police de proximité consisterait à avoir un territoire à taille humaine où les forces de police se trouvent, ce qui permet aussi que les gens se connaissent, se parlent, dialoguent. Et juste pour vous dire une chose, Nicolas Sarkozy, en son temps, vous vous en souvenez, avait dit moi, je suis opposé à la police de proximité. D'ailleurs, je considère que les policiers n'ont pas à jouer au ballon avec les gamins dans les quartiers. Moi, je dis une chose. Je ne dis pas que c'est le rôle des policiers que de jouer au ballon. Mais le jour où nous aurons cette démonstration que les policiers jouent au ballon dans les quartiers avec les jeunes, c'est que nous aurons gagné notre mission. Et qu'en réalité, nous aurons réussi à rétablir ce lien entre la population et les policiers. Justement, dernière chose sur ce point, juste pour rebondir là-dessus. Nous avons proposé, par exemple, juste pour terminer, lors de la niche parlementaire de la France Insoumise, nous avons proposé que soit expérimentée la remise du récépissé au contrôle d'identité. Vous savez qu'il y a des contrôles au faciès, c'est dit. En Espagne, ça a été tenté et ça permet aussi d'atténuer les difficultés qu'on peut rencontrer parfois. Voilà, c'est une solution globale. Il y a eu des incidents également en représailles après ce drame, des voitures brûlées par exemple dans les quartiers, ça fait 2 nuits. Est-ce que vous les condamnez? Évidemment, j'appelle au calme, à la responsabilité. La situation est difficile, elle est tendue. Et en tant que responsable politique, et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas de difficulté entre les différents bords politiques là-dessus, et j'adresse ce matin également un appel au calme et je souhaite que l'apaisement revienne. Le président de la République a souhaité commenter cette affaire. Il sera lundi devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, mais pas devant vous. Les députés de la France Insoumise ont choisi de boycotter ce moment. Ça vous pose un problème qui respecte la Constitution, le président? Non, qui respecte la Constitution, effectivement, c'est son droit le plus complet que de s'adresser devant le Congrès. Ça signe aussi une méthode. Certains présidents de la République qui l'ont précédé réunissaient le Congrès dans des moments très particuliers. On se souvient par exemple des attentats. Emmanuel Macron, lui, veut le faire tous les ans, comme un espèce de point politique. Mais notre absence signifie aussi le fait que nous ne goûtons pas sa méthode avec le Parlement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron méprise le Parlement. Pour lui, l'Assemblée nationale, c'est un caillou dans sa chaussure, une perte de temps. Et il considère qu'on peut l'écraser à toute vitesse. Nous n'avons jamais
eu à nous plaindre du travail en tant que tel, mais de l'organisation du travail de l'Assemblée, qui fait, on voit bien que cette Assemblée est devenue une chambre d'enregistrement. Alors à l'Assemblée, il y a une majorité de députés passe-plat, et là, il leur demande de faire finalement au Congrès député pot de fleurs, parce qu'en plus, ce qu'il se passe, c'est que vous le savez comme moi, il va se présenter devant le Congrès, il va faire son discours de politique générale, puis il s'en ira. Et n'écoutera pas comme ce le que les prévoit la parlementaires... Constitution, il faut quand même le oui, préciser. sauf que la Constitution dit qu'il ne peut pas répondre aux parlementaires, mais il pourrait à tout le moins les écouter. Vous le regarderez quand même ce discours à la télévision? Mais je suivrai ce qu'il a dit, parce que ce que le président de la République dit peut avoir un intérêt. Mais je ne suis pas d'accord avec cette méthode qui consiste à demander aux députés, aux parlementaires, de venir devant le président, de l'écouter et de le laisser s'en aller. Et puis il y a aussi la réforme constitutionnelle qui est en cours. On est en plein mois de juillet, et les Françaises et les Français savent que souvent, quand l'attention diminue pour la politique dans le pays, là on a la Coupe du Monde et on a aussi, pour celles et ceux qui en ont la chance, les vacances, et c'est souvent le moment que choisissent des gouvernements pour passer des mauvais coups. Et je le dis, cette réforme constitutionnelle... Alors justement, on va regarder dans le contenu. Il y a un point qui est un nouveau point, en l'occurrence, qui est venu des députés de La République En Marche, qui consiste à remplacer dans la Constitution le terme de loi de financement de la sécurité sociale par de la protection sociale. Est-ce que ça dénote une intention cachée pour vous? Évidemment. Il y a une mission pour Emmanuel Macron qui est d'achever ce que ses prédécesseurs n'ont pas su achever. C'est-à-dire qu'en gros, Emmanuel Macron a fait ce calcul que pour aller à plein régime sur le libéralisme et transformer finalement de fond en comble ce qu'est la République sociale, la République française, eh bien, il faut y aller petite touche par petite touche sur différents projets de loi qui finalement apportent une profonde cohérence. On avait commencé au moment de la discussion autour de la sécurité sociale, le financement de la sécurité sociale, au début de la mandature, avec le fait qu'on ait demandé... plus de 4 milliards d'économies à la sécurité sociale, un basculement avec la CSG, les cotisations, et puis là, on a ce fait que dans la Constitution, ils voudraient changer le terme sécurité sociale pour le remplacer par protection sociale. Attention, ils disent, on n'a pas prévu de supprimer la sécurité sociale. Évidemment, tout comme ils n'ont pas prévu de privatiser la SNCF à cette heure, mais vous verrez que les choses se font successivement. Ils vous font avaler le poison petite goutte par petite goutte. Et en réalité, ce qu'il va se passer, c'est qu'effectivement, demain, ça ouvre une boîte de Pandore. On va pouvoir potentiellement aller vers une privatisation, une individualisation de la sécurité sociale, puisque le terme de sécurité sociale signifie quelque chose de très clair. C'est que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et ça n'est pas le cas avec le terme de protection sociale, qui lui peut ouvrir la voie à des dispositifs privés, à également des éléments par capitalisation. Vous savez, il y a aussi, avec la loi Pacte qui va arriver, la préparation ensuite, par exemple, de la réforme des retraites à venir. Donc, on y viendra dans couche un par instant, couche, Emmanuel Macron est en train de procéder à un véritable basculement de société. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'issue de son quinquennat, si rien ne l'arrête d'ici là, le visage de la France sera profondément modifié. Alors, on parlera retraite dans un instant. Je voudrais m'arrêter sur la SNCF, puisque vous en parliez. Il y a un nouveau mouvement de grève annoncé pour vendredi et samedi, cette fois à l'initiative de la CGT et Sudrail. Les autres syndicats n'y prennent pas part. Est-ce que vous soutenez, sachant qu'on sera juste au moment des départs en vacances pour beaucoup de Français? Bon, moi, je vais vous redire ce matin ce que j'ai dit beaucoup de fois quand on m'a interrogé, c'est-à-dire que bien évidemment que la grève, pour les usagers qui la subissent, c'est toujours compliqué. Quand elle se fait en période de vacances, ça l'est aussi. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est-à-dire que j'ai cotisé à ce qu'il faut faire, je dois dire aussi que c'est Emmanuel Macron qui a imposé les choses en termes de rapport de force. Et les syndicalistes n'ont pas d'autre solution pour riposter que la grève, en l'occurrence, et d'essayer de répondre à ce rapport de force. C'est une protestation contre un projet de loi qui a été adopté. Certes, mais vous savez comme moi que le fait qu'on adopte des projets de loi ne veut pas dire qu'ensuite la polémique s'éteint et qu'on ne peut pas discuter. La démocratie ne s'arrête pas non plus aux portes de l'Assemblée nationale. Vous appelez les salariés à continuer à faire grève indéfiniment? Ce n'est pas mon rôle de le faire parce que moi je ne suis pas responsable syndical, vous l'aurez remarqué. Par contre, c'est mon rôle en tant que responsable politique de dire leurs revendications sont les bonnes, la raison est de leur côté. Moi je comprends que la grève soit difficile à subir, mais je vous dis qu'elle est aussi difficile à faire. Pour beaucoup d'entre eux, les cheminotes, les cheminots, ça a été beaucoup de pertes de salaire cette affaire. Et en réalité, je le dis, qui peut nous faire la démonstration que ce pacte ferroviaire va améliorer quoi que ce soit pour les usagers? Personne. Je dis bien, personne n'a pu nous faire la démonstration. C'est une pure vision idéologique qui est directement venu de Bruxelles, qui dit, quel que soit le secteur, il faut ouvrir à la concurrence. Je ne vous dis pas que la concurrence n'est jamais bonne. En l'occurrence, eux pensent qu'elle l'est toujours, quel que soit le secteur. Sur le rail, vous allez le voir, l'avenir dira si j'avais raison ou tort. Moi, je considère que les usagers subiront bien plus durement à moyen long terme les conséquences de la réforme, des fermetures des petites lignes potentielles, que de la grève à l'instant T. Voilà. Les retraites, c'est un sujet important, vous l'évoquiez. Le gouvernement a voulu calmer les inquiétudes sur un point déjà, en ce qui concerne les pensions de réversion qui sont touchées par les veufs et les veuves. Il dit qu'il ne les touchera pas. Est-ce que ça vous rassure, vous? Non, on voit qu'il y a véritablement, là pour le coup, un bricolage. Pour la raison que
le gouvernement essaye de trouver la méthode de communication la plus habile pour faire avaler les choses. C'est-à-dire, par exemple, sur la retraite, il dit « Ah oui, tous les systèmes actuels sont injustes, il y a trop de géométrie variable, on va mettre tout le monde sur un point d'égalité. Et puis comme sur un petit jeu de société, chacun aura sa petite retraite par point à mesure que sa carrière avance. » Ça vous convient pas? On pourrait dire « Parfait, c'est très juste, c'est égalitaire ». En réalité, il n'en est rien. D'abord, certains régimes se valent, ont des raisons d'exister, mais qui plus est, regardez bien, quand on dit une retraite par point, ça veut dire que le point, la valeur du point va être définie, nous dit le gouvernement, en fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Mais je vous alerte sur un point, entre les 5% les plus aisés et les 5% les moins aisés dans ce pays, la différence d'espérance de vie est de 13 ans. Donc on voit bien qu'il y a un problème en termes d'égalité. Vous dites qu'il faut en tenir compte dans la... Moi je suis sûr d'une chose, telle que j'ai pu analyser la situation, si véritablement l'intention du gouvernement est de faire en sorte que tout le monde soit sur un niveau d'égalité et que personne n'y perde, ça va lui coûter beaucoup plus cher que le système actuel. Par conséquent, comme je ne crois pas que le gouvernement veut mettre davantage de moyens, qu'il est plus dans une logique d'économie budgétaire, je pense que nous allons découvrir au fur et à mesure que le prototype de la réforme va avancer, des mesures absolument abjectes du type de la polémique que nous avons eue sur les pensions de reversion. Et j'alerte véritablement sur les retraites. C'est un sujet technique, compliqué, mais nous serons présents dans ce débat pour faire la démonstration de ce que pourrait être une réforme des retraites juste, équitable, avec le fait notamment de revalider le départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités à taux plein, parce que c'est aussi, pour lutter contre le chômage, une véritable solution dans la mesure où le partage du temps de travail dans la vie et dans la semaine, mais également dans la vie avec le départ à la retraite, est une des solutions quand on voit que tant de jeunes n'arrivent pas à s'insérer sur le marché de l'emploi. Je voudrais qu'on parle également des impôts. Il y a une réforme du prélèvement à la source qui va entrer en vigueur. Ce sera à partir de début 2019 pour les salariés, sauf, on a appris ce matin, pour les salariés des particuliers à domicile, ceux qui par exemple font des gardes d'enfants, des aides, du ménage. Là, ce sera à partir du 1er janvier 2020, parce que le système ne sera pas prêt à temps, mais avec une particularité, ils paieront leurs impôts tous les mois en 2020 et entre septembre et novembre 2020, ils rattraperont les impôts qui n'auront pas été payés en 2019. Vous voyez bien que c'est un peu comme pour les retraites, en réalité c'est un pur bricolage. C'est-à-dire que ce gouvernement avance sans véritablement savoir où il va. Et puis pour mener ces réformes, il est prêt à tous les ajustements. Mais là, en l'occurrence, dans les populations dont vous parlez, ce ne sont pas forcément celles et ceux qui gagnent le plus. Et donc ça veut dire que pour eux, assumer la charge fiscale de 2 années en une, ça va peser très lourd dans le budget. Même s'ils n'ont pas payé en 2019. Mais, parce qu'en fait, oui, mais de fait, ça va quand même être compliqué. Et puis globalement, nous l'avions dit, nous sommes aussi par philosophie imposés à cette idée de prélèvement à la source. D'abord parce que nous pensons que ce n'est pas aux employeurs. On voit la difficulté que ça pose dans un tas d'entreprises, notamment les PME, que d'organiser cette collecte de l'impôt, mais qui plus est, nous avons le sentiment profond que c'est un acte citoyen que de faire sa déclaration d'impôt. Donc le système actuel vous convient en fait? Plutôt. À part qu'effectivement, il faudrait une réforme fiscale, puisque aujourd'hui nous avons 5 tranches d'impôts, ce qui fait que tout l'effort est concentré notamment sur les classes moyennes, et qu'en proportion de vos revenus, plus vous gagnez, plus ce n'est pas progressif, c'est plutôt même dégressif. Nous voudrions un système à 14 tranches d'impôts, ce qui permettrait de lisser l'effort sur l'ensemble de la population, où tout le monde paierait. Avec cet effet, nous avions d'ailleurs un simulateur de l'impôt France Insoumise, mais surtout aussi, avec le système d'impôt que nous proposions lors de la campagne présidentielle de la France Insoumise, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, paieraient moins d'impôts. Le plan pauvreté, c'est l'un des projets du gouvernement et ça cible précisément les catégories que vous évoquiez à l'instant. Il sera présenté à la rentrée. Le gouvernement y réfléchit, les arbitrages sont en cours. Est-ce que vous saluez au moins la démarche de se dire oui, on va accorder une attention particulière aux gens qui en ont besoin? Mais je ne peux que saluer la démarche. Mais en l'occurrence, j'ai bien peur, compte tenu des hypothèses de travail qui sont sur la table, qu'on soit dans le cosmétique et que cette opération vise plutôt à faire un rééquilibrage politique, puisqu'on est à cette heure quand même, Monsieur Gendre, avec cet effet que 70% des Français considèrent, et ils ont raison, que la politique d'Emmanuel Macron est injuste. C'est une majorité, 59%, qui pense qui est opposée à sa politique, qui n'est pas d'accord avec lui. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont avec la France Insoumise. Mais en l'occurrence, ce cas de très clair, c'est qu'il mène une politique qui avantage celles et ceux qui ont déjà beaucoup. Mais Emmanuel Macron fait ce pari. On va se préoccuper de ceux mais qui il faut voir dans quelle besoin. proportion il va le faire. S'il a besoin de solutions pour éradiquer la pauvreté dans ce pays, nous en avons lui proposer en termes de partage des richesses. Nous, par exemple, nous proposons que personne ne vive en dessous de 1 000 € et qu'il y ait une garantie de dignité de 1 000 €. Et puis des marges de manœuvre budgétaires, vous savez, si ce gouvernement en veut, il y en a. Je prendrai juste un exemple, mais je pourrais vous en prendre plein. Nous avions mis sur pied un contre-budget complet pour montrer que ce que nous proposons est crédible et chiffrable. Prenez l'exemple de la fraude et l'évasion fiscale. Cette affaire nous coûte 60 à 80 milliards d'euros par an.
Par contribuable, tenez-vous bien, ça représente 1 600 € par an et par contribuable. Donc il y a de quoi faire dans ce pays pour trouver des marges de manœuvre. Le gouvernement dit pas l'inverse, il dit qu'il veut lutter contre l'évasion fiscale. Je voudrais parler du SMIC. Il y a une proposition assez détonnante du vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier. Il dit qu'on pourrait augmenter le SMIC de 20%. Pendant la campagne présidentielle, vous me corrigez si je me trompe, Jean-Luc Mélenchon il proposait plus 16%. Finalement, vous vous êtes fait doubler sur votre gauche. Allez, trouvez le loup. Avant que vous allez nous l'expliquer. Eh bien, c'est sur les cotisations sociales, puisqu'en réalité, l'augmentation proposée par la droite... Sur la manière de financer cette augmentation. L'augmentation proposée par la droite est une augmentation effectivement proposée de 20%, mais avec une baisse de ce qu'ils appellent, avec beaucoup de A, les charges. En réalité, il y a un vrai problème de compréhension économique et de fondamentaux, là, en l'occurrence. C'est que on ne parle pas de charges, on parle de cotisation sociale. C'est-à-dire que votre salaire n'est pas uniquement votre salaire net. Et le fait de voir votre net augmenter ne veut pas dire que votre pouvoir d'achat a pour autant augmenté, puisqu'entre le brut et le net, vous avez notamment les cotisations sociales. En charge sert à quelque chose. Et bien évidemment, et ce que vous ne payez pas aujourd'hui en cotisation sociale, vous le paierez dans le prix de vos complémentaires santé, dans le prix onéreux de vos assurances. Non, nous proposions une remontée du SMIC de 15%, ce qui le ferait atterrir à peu près à 1 326 € de mémoire, et qui permettrait véritablement de relancer l'activité. Le principal problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'activité dans ce pays est atone, pour la raison que le pouvoir d'achat est comprimé. Et nous avons besoin d'une relance ambitieuse de l'activité, pas n'importe comment. Une activité qui soit socialement utile, écologiquement soutenable, qui interroge nos besoins réels, mais qui permette de relancer la consommation populaire. Et aujourd'hui, celle-ci est comprimée. On va parler maintenant de ce qui se passe en Europe. En Allemagne, d'abord, Angela Merkel a réussi à sauver son gouvernement, mais au prix de concessions. Elle était critiquée pour une politique jugée trop généreuse en direction des migrants. Est-ce que vous lui dites au moins bravo d'avoir tenté ? Non, mais là, on voit bien ce qui est en train de se passer, c'est que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne, parvient à imposer à tout le vieux continent des politiques d'austérité budgétaire, à dicter à chacun ses budgets. Là, on parle des migrants. Oui, mais justement, j'y viens, regardez. Elle est capable de ça. Elle est capable d'imposer ses vues libérales à toute l'Europe. Par contre, elle serait incapable, l'Union européenne, de répartir correctement l'effort qu'il y a à faire, le devoir d'humanité auquel nous devons faire face quand des gens se présentent à nos portes. Moi, je pense par ailleurs que dans le débat sur la question migratoire, il y a, tout comme d'autres débats dont nous avons parlé ce matin, un impensé qui est la question des causes des migrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 65 millions de personnes, non pas qui choisissent de gaieté de cœur de quitter leur lieu de vie, qu'ils le font parce qu'ils, elles, sont poussées à le faire. Parce qu'il y a les guerres, parce qu'il y a les accords commerciaux inégaux qui font que ces pays ont du mal à se développer, et parce qu'il y a le changement climatique. Mais avant de régler le problème à la source, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui arrivent ? Parce que moi, je suis désolé, mais là, en l'occurrence, on a un vrai point de désaccord, vous et moi. C'est que moi, avant de parler simplement de celles et ceux qui arrivent, je veux qu'on fasse les deux. Je veux qu'on traite les causes. Il y a quand même une question de court terme et de moyen terme. Il y a les deux. Mais attendez, il y a les deux. Mais je vous alerte. Si nous ne traitons pas clairement le changement climatique, les experts nous expliquent que d'ici à 2050, ce ne sont pas 65 millions, mais potentiellement 200 millions de personnes qui vont être poussées à sortir. Qu'allez-vous faire ? Vous allez ensuite faire comme M. Macron, Mme Merkel et ces incapables de l'Union européenne, dire on repousse les frontières, on laisse les gens tourner en bateau pour savoir où ils arrivent. Non, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux. Il faut un retour à la raison. Il faut faire en sorte que les choses soient menées de manière rationnelle. Donc, deux choses à faire. D'abord, s'employer réellement à traiter les causes. Et pour cela, il nous faut nécessairement une coopération internationale. Nous en appelons par exemple à la constitution d'un organisme international sous l'égide de l'ONU pour faire cela. Et ensuite, une fois aussi qu'on traite les causes, qu'on met en cause par exemple le déménagement du monde, eh bien, nous avons un devoir d'humanité dans l'accueil. Et cet accueil doit se faire en bonne coopération. Tout ne peut pas reposer en Europe sur la Grèce et l'Italie qui sont les portes d'entrée. Nous avons un devoir de solidarité et d'humanité. Pour défendre tout cela, vous aurez une liste européenne, la France Insoumise. Déjà, juste une précision, ce serait une liste de la France Insoumise seule, il n'y aura pas d'alliance de toutes les forces de gauche ? Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'alliance des forces de gauche, ce qui m'intéresse, c'est le fond qui nous intéresse. Aujourd'hui, on a de vrais points de désaccord. L'unité pour l'unité, c'est pas souhaitable. Par contre, si on est d'accord sur le fond, et c'est ce qu'on fait à l'échelle européenne, enfin regardez, nous venons de constituer, j'étais la semaine dernière à Bruxelles avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes en train de constituer un mouvement au niveau européen qui s'appelle Et maintenant le peuple, où vous avez des Espagnols, des Portugais, des Finlandais, des Suédois, des Danois, et bientôt ça va encore s'élargir, autour de vous, qui ont un discours commun sur la question européenne, sur le fait qu'il faut en passer à une Europe des peuples souverains et à une Europe non plus de la compétition généralisée, mais de la coopération. Un mot sur votre liste à vous.
il n'y a pas une très bonne ambiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a l'un de vos soutiens, un ancien socialiste, Liam Magnock, qui dit qu'il suspend sa participation à la France Insoumise, je cite, parce qu'il y a un vrai problème de représentativité des sensibilités. Et puis il y a un autre militant qui s'exprimait dans Libération, qui lui faisait partie du comité électoral, et qui dénonce un processus de désignation aucunement objectif, démocratique et respectueux. Ça fait beaucoup, là. Je regrette que tout ça suscite plus d'intérêt que le contenu de ce que nous avons à dire sur l'Europe et que ce que nous faisons au niveau européen. C'est moins important que de savoir les convergences qu'on est en train de faire. Donc vous ne répondez pas à la question ? Si, je vous réponds à la question très tranquillement. Est-ce que vous connaissez une formation politique aujourd'hui en France qui procède avec un comité électoral où sur 32 membres, vous en avez 18 qui sont tirés au sort quand même, et qui, à chaque étape de la désignation, fait des rapports qui sont publics? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Vous dire ensuite que la France Insoumise, aujourd'hui, qui est passée devant la social-démocratie en France, a du vent dans les voiles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu, tenez-vous bien, 700 candidatures pour composer une liste de 70. Eux qui vous dites c'est pas démocratique, il y a un problème de représentativité. Mais là, en l'occurrence, c'est absolument faux que de dire que ce n'est pas démocratique. Je veux dire, tout le processus est visible et on voit bien que c'est démocratique. Non, nous avons affaire aussi à des gens qui peut-être agissent pour leur compte et plus que pour l'intérêt collectif. Nous aurons une belle liste aux européennes. Alors évidemment, je le comprends. Vous savez, quand vous avez 700 candidats pour atterrir sur une liste de 70 noms, et qu'en plus, il y a la question des positions éligibles, bon bah voilà, c'est compliqué et certains sont déçus. Vous savez, vous avez des gens qui ont été déçus dans cette affaire, qu'on n'a pas entendu s'épancher comme ça dans les colonnes de journaux. C'est l'affaire de la composition d'une liste, d'un mouvement, d'un parti politique. Bon, ça passera, la poussière retombera. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été avec nous ce matin. La suite, c'est avec Pascal. Il est 8h.